Donc, les ultrasons, je vous fais rapidement une intro rapide là-dessus. On va le retrouver dans le domaine animal pour chasser, pour communiquer, dans la vie de tous les jours pour garer votre voiture, pour diffuser des parfums. Oula, j'ai un retour énorme. Ouais, y a un micro qui ne doit pas être coupé, je regarde, j'essaie de trouver. Au niveau de l'industrie, on utilise les ultrasons pour soit faire de la soudure ou également détecter des fissures dans des tuyaux comme des éléoducs ou des gazoducs. Dans le laboratoire, on utilise les ultrasons pour nettoyer les instruments, pour désagréger des agrégats de protéines, par exemple. Et en médecine, bien entendu, on utilise les ultrasons. Là, vous êtes un peu plus familier peut-être sur le sujet, tout simplement pour monitorer la maturation des tissus ou leur dégénérescence dans le cas d'un certain nombre de maladies, mais également pour diagnostiquer, caractériser des pathologies ou encore suivre l'efficacité de traitement, ce qui est vrai par exemple en cancérologie. Alors, en imagerie échographique, là, c'est de l'imagerie dont je parlais. Effectivement, deux applications peut-être vous connaissez le plus, c'est le suivi de la grossesse par échographie et tout ce qui est échocardiographie pour regarder les anomalies cardiaques. Donc, en thérapie, si on regarde, c'est une photo qui est assez vieille, un schéma qui est assez vieux, mais qui est très parlant encore aujourd'hui, publié en 2005, on voit que globalement, les gammes de fréquences qu'on va utiliser en thérapie, ce n'est pas tout à fait celle du diagnostic par imagerie ultrasonore. On tourne aux alentours de 1 méga. On verra que suivant les applications, on va descendre de ça en termes de fréquence. Et en ultrason en thérapie, on va pouvoir générer deux types de stimulus, thermiques et mécaniques. Donc, du coup, on n'abordera pas le volet thermique, mais effectivement, on peut arriver à faire une ablation irréversible des tissus. Si on contrôle la température, en fait, on peut également libérer des médicaments de nanoparticules thermosensibles. Et sur le volet mécanique, on peut faire ce qu'on appelle de l'histotripsie, de la destruction mécanique des tissus, de la neuromodulation ultrasonore, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, et de la délivrance de molécules thérapeutiques. Alors, pourquoi utiliser les ultrasons pour délivrer des molécules thérapeutiques? Tout simplement que lorsqu'on administre chez des patients des médicaments, généralement, ça se fait par la voie intraveineuse. Alors pourquoi? Parce que c'est la voie la plus simple d'administration des médicaments, mais ça induit un certain nombre de problèmes. C'est-à-dire qu'on a une délivrance non spécifique du médicament dans le tissu, ce qui génère bien entendu des effets secondaires. Et en plus de cela, il y a un certain nombre de barrières biologiques, des barrières hémato-encéphaliques au niveau du cerveau, hémato-tumorales encore. Il y a des processus de détoxification au niveau des tissus pathologiques qui vont faire qu'elles vont éliminer les molécules qu'on essaye, nous, d'administrer. Donc, la stratégie, c'est soit on développe des méthodes actives de médicaments, de délivrance de ces médicaments, soit on essaie de développer des alternatives à ces méthodes, comme par exemple le HIFU. Dans le cas d'une tumeur, par exemple, si on n'arrive pas à délivrer un médicament, on peut utiliser des ultrasons focalisés et détruire les tumeurs grâce à ces ultrasons. Donc, comme je vous l'ai indiqué juste avant, pour rappeler donc en imagerie échographique, ce qu'on fait, c'est qu'on scanne un organe, on récupère l'écho, et ce que vous pouvez voir là sur les deux organes ici, à gauche c'est un cœur, à droite c'est une tumeur sous-cutanée chez une souris. Les régions qui sont remplies de sang, donc les cavités du cœur ou encore la tumeur, sont complètement noires. On dit que, de manière raccourcie, que le sang est faiblement échogène. Et pour augmenter cette échogénéicité, en fait, les gens ont développé des agents de contraste ultrasonore. Vous allez me dire c'est quoi? Alors, c'est des petites microbules de gaz. Alors, historiquement, elles étaient remplies d'air. Maintenant, elles sont plus remplies de gaz hydrophobe, relativement lourd. On a une paroi qui est plutôt biocompatible autour, qui vont augmenter la durée de vie de ces microbules. Et on peut également, en fait, cibler ces molécules avec des anticorps ou des ligands. Donc ça, je sais pas, c'est juste pour vous montrer qu'il existe différents types de microbules, et la microbule ou l'agent de contraste qui est cliniquement approuvé aujourd'hui en France, c'est le Sonovu. Donc ici, vous avez juste un petit schéma qui vous reprend la microbule. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on soumet des ultrasons, les microbules aux ultrasons? Vous allez voir sur cette vidéo, la microbule en fait oscille sous l'effet de la pression acoustique.
Et c'est ce qui va être utilisé justement pour rehausser en fait le signal échographique provenant du sang, c'est-à-dire que la microbule va renvoyer un écho à la sonde. Si vous avez par exemple le foie d'un patient, alors c'est une vieille image, mais elle est parlante, qui nous avait été prêtée par François Francard à l'époque. Donc là, c'est un foie d'un patient, et lorsqu'on injecte des microbules, vous allez voir que dans un premier temps, il y a une zone hyper vascularisée, qui est très, qu'on voit ici, qui va capter, qui va prendre cet agent de contraste. Et si on continue à défiler le fil, vous voyez que le reste du foie va, on va avoir un rehaussement, et on a toute cette région-là qui est hyper vascularisée. En fait, il s'agit ici d'une lésion tumorale qui est caractérisée par une hypervascularisation qu'on voit très nettement par rapport au foie sain. Donc, comme je l'expliquais tout à l'heure, les ultrasons, ce qui se passe ici, c'est qu'on va soulever la pression acoustique, induire une oscillation des microbules. Elles vont se comprimer pendant la phase positive, se dilater pendant la phase négative. Et donc, à faible pression acoustique, c'est la vidéo que vous avez pu voir, la microbule va osciller de manière stable, elle ne va pas se détruire. En revanche, si on augmente la pression acoustique, ici clairement, on va avoir la microbule qui va se comprimer, se dilater plus fortement jusqu'à exploser et libérer son gaz dans le liquide environnant. Et donc, c'est en travaillant en fait sur ce phénomène à la fois d'oscillation de microbules sous l'effet des ultrasons qu'on va pouvoir venir délivrer des médicaments. En effet, si on injecte par voie veineuse des microbules de gaz, ici représentées en rose, et qu'on soumet à l'ensemble à des ultrasons, l'oscillation de ces microbules vont induire des contraintes mécaniques au niveau de la paroi endothéliale et faciliter l'extravasation en fait des médicaments dans le tissu d'intérêt. Donc, au sein de l'équipe, avec AIH Boicaz, on s'intéresse donc aux mécanismes impliqués dans ce process. Il y a deux régimes. Il y a un régime de cavitation dit stable, un régime de cavitation dit inertiel. Et on a pu remarquer avec d'autres équipes que ces deux régimes induisaient des phénomènes différents. Un massage cellulaire, qui va permettre, donc la microbule, lorsqu'elle va osciller contre les cellules et la paroi endothéliale, elle va perméabiliser cette barrière. Ce qu'on appelle des microflux ou des microstreaming, c'est pareil, c'est des flux qui vont s'organiser autour des microbules et qui vont venir générer des forces de cisaillement en fait au niveau de cette barrière. Et en cavitation inertielle, dans cette configuration, la microbule va éclater et elle va induire une onde de choc un peu lors d'une explosion. Malheureusement, on se rappelle en France d'AZF, mais également récemment à Beyrouth, également l'explosion qu'il y a eu, il y a cette onde de choc qui s'est propagée, et lorsqu'il y a une propagation de cette onde de choc, elle va venir percuter en fait la barrière endothéliale et générer un certain nombre de dégâts réversibles dans ce cas-là au niveau de la barrière endothéliale. Et après, il y a une déformation particulière de la microbule qui va générer ici ce microjet comme une micro-aiguille qui va venir percuter la membrane, la barrière endothéliale et la perméabiliser. Alors, ces phénomènes vont générer trois grands processus. Elles vont générer une perméabilisation des cellules ou de la barrière endothéliale, formation des pores, soit par une contrainte mécanique, également des contraintes chimiques. On a récemment publié avec AIH un travail qui montre qu'il y a une production de ce qu'on appelle des radicaux oxygénés qui vont moduler l'activité de canaux, mais également moduler la perméabilité des cellules, et d'autres contraintes mécaniques qu'on appelle les shear stress qui vont perturber en fait des intégrines et des mécanosensibles, et l'ensemble de ces trois phénomènes peuvent stimuler des voies de signalisation calcique et stimuler également l'internalisation de médicaments par endocytose. Donc, au sein du laboratoire, on a fait tout un travail qu'on a publié maintenant 6 ans déjà, où on a regardé par microscopie électronique les phénomènes que l'on engendrait lorsqu'on faisait osciller des microbules en présence si on faisait osciller des microbules en présence des ultrasons à côté de cellules. Là, ici, vous voyez, ce sont des membranes de cellules. Et ici, c'est des cellules contrôle, on n'a rien fait. Là, on a appliqué des ultrasons et vous voyez, on voit des structures qui ressemblent à des pores à la surface, effectivement, de la membrane. Et lorsqu'on rajoute des microbules, la densité de ces structures, et notamment la taille de ces structures, est fortement augmentée. Donc, la différence entre ces deux clichés en haut et en bas, c'est juste la durée d'exposition aux ultrasons qui est différente, 10 secondes et 60 secondes.
Donc, si on s'intéresse plus au volet thérapie, il y a 2 stratégies aujourd'hui qui sont développées. Soit on fait une co-administration des microbules avec les médicaments sous forme libre ou sous forme formulée, ou soit on peut venir charger le médicament sur la microbule selon 3 stratégies. Soit si le médicament est hydrophobe, on peut l'insérer dans la paroi de la microbule. S'il est toujours hydrophobe, on peut générer des poches à l'intérieur de ces microbules qui contiennent une huile pharmacologique dans laquelle on est venu dissoudre en fait les médicaments hydrophobes. Et dans le cas de composés hydrophiles, on va former des liposomes. Donc, les liposomes ont un cœur à queue, et dans ce cœur à queue, on va venir dissoudre en fait les médicaments et fixer ces liposomes à la surface en fait de ces microbules. Donc, la stratégie ici de la sonoporation, comme vous avez pu le voir, c'est d'augmenter la concentration du médicament dans le tissu, et en l'augmentant, on espère augmenter l'efficacité thérapeutique de ce médicament, et indirectement, par conséquent, diminuer le dépôt dans les tissus et limiter les effets secondaires. Donc, il y a un premier travail qu'on a publié avec AIH en 2013, qui on a sur le glioblastome et sur la délivrance d'un médicament qui est l'irinotecan. Et on a pu montrer déjà qu'in vitro, juste in vitro sur des cellules, si vous regardez en fait cette courbe-là, qui est en fait la courbe avec l'irinotecan seul, on obtient 40% de viabilité cellulaire, donc 60% de mortalité cellulaire, lorsqu'on administre une dose de 500 microgrammes par millilitre. Mais grâce aux ultrasons, vous voyez qu'on obtient le même effet, mais en réduisant par 100 voire par 1000 la dose en fait de médicament, ce qui montre qu'on potentialise l'effet d'un médicament en augmentant sa concentration à l'intérieur des cellules. Et ce travail-là, on a pu le confirmer in vivo sur des souris qui portaient en fait des glioblastomes ici en sous-cutané, on n'est pas au niveau intracérébral, et on a pu publier ce travail-là en 2013. Après, un autre travail qui a été montré, qui a été publié par des collègues japonais, qui est un très joli travail, c'est sur le cancer du sein et sur la délivrance du paclitaxel, qui est un médicament utilisé également pour le traitement de ce cancer. Ce travail est très joli parce qu'ils ont pu faire la corrélation entre augmentation du médicament dans la tumeur. Vous voyez ici, en fait, le médicament en rouge est chargé là sur des microbules. On voit que grâce aux ultrasons, ce médicament, avec les microbules, on a une forte augmentation de la concentration du médicament dans les tissus tumoraux par rapport au contrôle, mais également on a une diminution du coup de la concentration de ce médicament dans le foie et dans le rein, qui sont les 2 organes filtres. Donc ça montre que si on augmente ici, on arrive quand même à diminuer dans les 2 organes filtres principaux du corps humain. Et cette augmentation de la concentration du médicament, elle est clairement associée à une augmentation de une augmentation de l'efficacité du médicament. En effet, si on regarde le volume tumoral en fonction du temps, on voit que pour les souris qui ont été traitées ici avec les ultrasons et le paclitaxel chargé sur des microbules, on a une efficacité qui est maximale. On peut également faire de la vaccination génétique. Ici, un ADN codant en fait des antigènes de mélanome ont été chargés sur des microbules ciblées avec du mannose. Ça permet de cibler en fait des cellules immunitaires, en particulier les cellules dendritiques. On est venu vacciner de manière prophylactique et pas thérapeutique, c'est prophylactique. Alors, la différence entre les deux, elle est un peu subtile. On va dire que prophylactique, on va traiter le patient, entre guillemets, avant que la maladie arrive, ce qu'on va essayer de faire prochainement, visiblement, avec le Covid. Et le thérapeutique, c'est la maladie est déjà là et on va venir stimuler la réponse immunitaire pour traiter la maladie. Ici, donc on est venu traiter des souris, des collègues de Chine ont traité des souris avec ce vaccin au niveau de la peau. Et ensuite, ils ont implanté des cellules tumorales donc de mélanome selon 2 protocoles. Un premier protocole qui est celui-ci où on va mettre en sous-cutané en fait des cellules de mélanome pour mimer une tumeur primaire de mélanome. Et la deuxième cas, on va venir injecter par voie intraveineuse au niveau de la queue de la souris ces cellules et elles vont coloniser en fait les poumons parce que un des premiers foyers métastatiques du mélanome, c'est le poumon. Et donc, ils vont regarder l'effet de cette vaccination sur l'implantation de ces tumeurs. Et on voit ici, sur la tumeur solide, donc primaire, on voit que les tumeurs n'arrivent pas du tout à pousser
après injection, contrairement au groupe contrôle que vous voyez ici. Je ne rentre pas dans les détails. Et ces espèces de chewing-gum là que vous voyez, c'est en fait des poumons de souris. Donc là, c'est des poumons de souris qui sont exempts de métastases. Ici, vous voyez que les poumons n'ont pas été vaccinés, c'est des souris non vaccinées. Et toutes ces taches grises, en fait, ce sont les métastases de mélanome dans les poumons. Et vous voyez que dans la souris qui a été ici très immunisée au préalable, on a des poumons qui sont équivalents à ceux de poumons normaux. Donc ça montre, ça témoigne du moins qu'on arrive par cette approche à vacciner de manière prophylactique des animaux contre le mélanome. Alors, continue. Alors, il y a un travail ici, et je me suis bien rendu compte que j'aurais pu vous présenter le travail qu'on a fait également dans l'équipe, sur l'antibiothérapie. On arrive ici à augmenter la concentration d'antibiotiques dans les poumons des animaux. La souris ici qui est présentée, mais nous, on l'a développée avec les collègues de l'hôpital, Francis Rémérand et Fabien Espitalier. Cette stratégie également chez le lapin, pardon. Donc ici, ça consiste, alors j'ai vu que Fabien était connecté, si je dis des bêtises, il va me le dire, mais ici, en fait, il s'agit de venir traiter des foyers infectieux, donc d'origine bactérienne, chez des patients. L'idée finale, elle est là, chez des patients qui sont sous ventilation mécanique, qui peuvent être amenés à développer ce type de foyer infectieux. Et on sait que la biodisponibilité des antibiotiques lorsqu'elles sont administrées par voie intraveineuse est très faible pour de multiples raisons physiologiques, entre autres. Et donc, du coup, l'idée, c'est de venir augmenter la concentration de cet antibiotique dans le foyer infectieux. Donc, cette stratégie-là, donc cette équipe, donc c'est une équipe chinoise à ma connaissance, non, japonaise, qui a fait ce travail-là chez la souris. Nous, on l'a également fait avec Fabien et Francis chez le lapin. Et alors, dans ce modèle-là, eux, ils sont allés un peu plus loin que nous. Ils ont infecté les poumons des souris avec Escherichia coli. Donc, ils ont confirmé ici l'infection. Je ne vais pas interpréter ce graphique-là, je vais juste focaliser ici. Et on voit ici, dans le cadre que vous voyez ici, que lorsqu'on vient augmenter la biodistribution de cet antibiotique dans le foyer pulmonaire, dans le foyer infectieux au niveau du poumon, on a un nombre de colonies de bactéries au niveau du tissu pulmonaire qui est largement diminué par rapport au groupe contrôle. Et ils ont confirmé également, donc en mesurant que cette efficacité thérapeutique est bien liée à une augmentation de la biodisponibilité d'antibiotiques dans le tissu pulmonaire, mais également dans le liquide broncho-alvéolaire. Effectivement, lorsqu'on délivre cet antibiotique par cette approche qui est la sonoporation, on augmente significativement la concentration de cet antibiotique. Et mon collègue Fabien avec Francis ont démontré la même chose chez le lapin. Mais avec l'amicacine, qui est un autre antibiotique, on arrive à augmenter de manière significative la concentration de l'antibiotique dans le poumon. Alors, la différence entre nos deux études, la nôtre et celle que je vous montre ici, c'est que dans le cas du travail de Fabien, certes, on n'était pas sur un modèle de poumon infecté, mais on était sur des lapins qui étaient mécaniquement ventilés. Donc, on était beaucoup plus proche de la réalité qu'ici. Parce que dans ce travail-là, en fait, ils sont venus insonifier l'intégralité des poumons, alors que dans le cadre du travail de Fabien, on est venu insonifier une partie du poumon. Je vais avancer. On va le faire celui-là et après j'avancerai un peu plus vite. Un autre travail ici au niveau du cerveau, c'est le traitement de l'AVC. Alors vous savez que l'AVC, si on ne le traite pas de manière rapide, d'un point de vue pharmacologique, on peut avoir des séquelles graves. Il y a plusieurs milliers de neurones qui peuvent être détruits à la minute. Et donc, du coup, ici, dans ce modèle, les collègues des États-Unis ont développé un modèle chez le rat de stroke. Donc, ils ont créé un thrombus dans cette artère ici. Ils ont vérifié donc par Doppler, vous pouvez voir notamment ici, que la perfusion au niveau de cette artère qui a été obstruée est largement diminuée. Et ici, la stratégie, c'était de voir si, un peu comme nous on a fait avec l'irinotecan, c'est est-ce qu'on peut arriver à obtenir le même effet qu'une haute dose de RTPA. Donc le RTPA, c'est le médicament qu'on utilise pour traiter l'AVC. Donc c'est un thrombolytique, c'est-à-dire il va dégrader le thrombus formé à l'intérieur du vaisseau.
sanguin. Là, vous voyez par exemple sur la figure A, c'est un cerveau d'une souris qui a été coupé en carpaccio, excusez-moi du terme, mais ça peut l'idée. Et en fait, vous voyez que dans la zone où a été créé en fait cet AVC, vous voyez, il est plus du tout perfusé, il est complètement blanc. Et dans le groupe B, en fait, l'animal a été traité avec une faible dose de RTPA, donc on n'a pas beaucoup d'effet. Et ici, il a été traité avec une forte dose de RTPA. Et ils ont cherché à voir si on arrivait à obtenir un effet au moins équivalent, voire identique à cet effet de haute dose de médicaments en délivrant la faible dose de RTPA par son opération. Et pourquoi ils ont regardé ça? Parce que généralement, les fortes doses de RTPA sont associées à des fortes hémorragies intracérébrales. Donc, si en plus d'un AVC, vous collez au patient une hémorragie, c'est compliqué. Donc ici, le travail a consisté ici à regarder l'effet de cette délivrance de faibles doses de médicaments de RTPA sur le volume du tissu infracté, également sur le score de neurodéficience. Et on voit effectivement, ici c'est le groupe C, le groupe D, lorsqu'on délivre une faible concentration de médicaments par son opération, on obtient le même effet qu'une haute dose du RTPA et les scores neurologiques sont également de même niveau et meilleurs que le groupe B ou encore le groupe A qui est le groupe contrôle. Alors, je vais juste vous introduire la délivrance de médicaments de manière intracérébrale ici directement. En fait, ici, l'idée, c'est de venir perméabiliser la barrière hémato-encéphalique. Pourquoi? Parce que dans la majorité des cas, cette barrière, elle joue un rôle qui est important, c'est-à-dire qu'elle nous protège des bactéries, des virus, mais elle empêche plus de 98% des médicaments de passer par son activité de barrière physique, mais également par son activité moléculaire, parce qu'à la surface de cette barrière-là, il y a plein de systèmes de pompe à efflux qui vont éliminer tous les médicaments les médicaments qu'on essaye de faire pénétrer à l'intérieur des cellules, du parenchyme cérébral. Et donc aujourd'hui, il y a plusieurs preuves de concept qui ont été montrées. On arrive à délivrer à l'intérieur en fait du cerveau des anticorps, des chimiothérapeutiques, des cellules immunitaires et également donc des cellules souches. Alors généralement, cette procédure elle est guidée par imagerie IRM. Vous pouvez voir ici. Ici, on ne voit rien. Lorsqu'on vient ouvrir la barrière hématocéphalique en 3 spots, on voit un rehaussement ici du signal qui est lié au fait qu'on a injecté par voie intraveineuse un agent de contraste IRM. C'est grâce à cela qu'on peut monitorer en direct la perméabilisation en fait, du tissu. Alors, je vais vous présenter un premier résultat ici où en fait des auteurs ont ouvert la barrière hématocéphalique pour venir traiter la maladie d'Alzheimer. Ils n'ont pas injecté des anticorps thérapeutiques anti-peptide A-bêta qui est responsable ou en partie responsable de la maladie. Ils ont fait l'hypothèse qu'il en existait naturellement de manière endogène chez les patients. Alors ici, le patient en question est une souris. Et effectivement, il existe des immunoglobulines IgG et IgM qui sont capables de reconnaître ces plaques A-bêta. Et ils ont pu montrer que lorsqu'ils ouvraient la barrière hématocéphalique, ces anticorps endogènes pouvaient passer et réduire la taille de ces plaques, la surface de ces plaques, et également le nombre de plaques, c'était la densité de plaques ici en fait, et le nombre de ces plaques. Et cette étude a pu montrer que lorsqu'on ouvrait la barrière hématocéphalique, on activait en fait on induisait une neuroinflammation, on activait la microglie et les astrocytes, et que c'est ces cellules-là qui participent en fait à la clearance des plaques A-bêta, c'est-à-dire que lorsque l'anticorps se fixe sur les plaques A-bêta, ensuite ce complexe il est reconnu par ces deux type cellulaire et ils vont induire une clearance de ces agrégats. Ce qu'ils ont pu montrer dans ce travail-là, c'est que lorsqu'on vient ouvrir la barrière hématocéphalique, également on stimule en fait la neuroangiogenèse. Donc ils ont regardé cela avec un marqueur qui est le DCX et l'ensemble de ces processus-là. Alors je ne rentre pas dans le détail, mais il y a une stimulation de neuroangiogenèse, mais également on voit qu'il y a un nombre l'arborisation, la longueur des dendrites sur ces neurones nouveau-nés, entre guillemets, est largement augmentée. Et l'ensemble de ce phénomène, de ces processus-là, est associé à une amélioration de la mémoire spatiale chez les animaux. Là, je vais passer parce que sinon, on va être
trop long. Je vais être trop long. Je sais que je suis trop bavard. Là, c'est juste pour vous montrer 2 exemples avant d'aller sur les parties cliniques de délivrance de cellules. Jusqu'à présent, même Ayesh, un jour, m'avait posé la question, est-ce qu'on peut faire passer des cellules dans le cerveau? J'ai fait, mais ça n'a aucun intérêt. En fait, si, mais ça a un intérêt. Ici, ils ont fait passer des cellules NK, qui sont des cellules immunitaires qu'ils ont activées contre des cellules du cancer du sein. Il faut savoir qu'un des foyers métastatiques du cancer du sein, en particulier de HER2 positif, c'est un récepteur qui est surexprimé sur ce type de cancer du sein, c'est le cerveau. Et donc, ils ont cherché à augmenter la concentration de ces cellules immunitaires qu'ils ont préalablement activées dans le cerveau, à les faire passer dans le cerveau pour attaquer la tumeur. Et effectivement, ils ont pu montrer qu'ils y arrivaient. Vous voyez qu'il y a une forte concentration de ces cellules-là dans le cerveau, et c'est à proximité de vaisseaux, ce qui n'est pas illogique, et qu'on arrivait à préserver la fonction de ces natural killers, qui est la fonction de détruire en fait ces cellules cancéreuses. Et si on regarde l'efficacité, on voit que les souris qui ont été traitées en fait avec les cellules, c'est des rats, pardon, les rats qui ont été traités avec on voit que cette tumeur ici que vous pouvez voir ici continue à croître. Ici, c'est une imagerie IRM. Ultrasons seul, il n'y a pas d'effet, mais lorsqu'on augmente, on délivre les cellules avec les ultrasons, vous voyez que la taille en fait de la tumeur, on est venu injecter de manière stéréotaxique les cellules tumorales. En fait, elles ne bougent pas, elles se développent très peu. Et effectivement, lorsque vous regardez le volume tumoral ici monitoré par IRM, on a une efficacité significative importante qui est augmentée de par la délivrance de ces cellules par son opération, et la survie est largement augmentée sur ces animaux. Là, juste pour vous montrer, c'est une preuve de concept. Il n'y a encore toujours rien qui a été fait. Et ici, dans cette étude, ils ont délivré en fait des cellules et donc au niveau du striatum, qui est une région particulière, qui est impliquée notamment dans la maladie de Parkinson. Et l'idée, c'est de voir si on est capable de les délivrer et qu'est-ce qu'elles deviennent, en fait, ces cellules souches, lorsqu'on les a délivrées par son opération. Effectivement, ces cellules souches, on les retrouve au niveau du striatum, mais on les voit migrer également au niveau de l'hippocampe. Et au bout d'un certain temps, 4 heures, 24 heures, elles peuvent acquérir des phénotypes soit de neurones, soit de neurones immatures. Donc ça permettrait d'avoir cette approche-là, permettrait dans une stratégie de maladie neurodégénérative, non pas de faire une approche chirurgicale qui consiste à venir faire un trou dans le crâne et injecter de manière stéréotaxique et de manière intracérébrale les cellules souches, mais permettrait, en les administrant par voie intraveineuse et en ouvrant la barrière hématoencéphalique, de venir coloniser les régions d'intérêt dans le cadre de maladies neurodégénératives et également, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, le stroke, s'il est pris tardivement, il peut induire la destruction de neurones, donc ça permettrait d'augmenter ce nombre de neurones. Donc là, je vais aborder en fait les essais cliniques. Aujourd'hui, effectivement, la sonoporation, elle est aujourd'hui en investigation clinique. Ça reste des essais cliniques de phase 1, limite phase 2, mais de phase 1. La première étude, c'est celle qui a été publiée par des Norvégiens. L'idée, c'est de traiter en fait le cancer pancréatique et de venir délivrer la gemcitabine par son opération. Alors là, vous voyez le protocole qui a été étudié. Donc là, le patient que vous pouvez voir ici, on est venu avant de traiter la tumeur, venir localiser la tumeur par ultrason par imagerie échographique, pardon, et ensuite on est venu placer la sonde sur le patient au niveau de la tumeur et on est venu injecter dans un premier temps le médicament et 30 minutes après, on est venu sonoporer le tissu. Alors au total, ils ont traité une dizaine de patients. On voit qu'il y a une très forte hétérogénéité. Je vais rapidement l'expliquer pourquoi. Donc, il y a un patient qui a la taille de la tumeur a été divisée par 2. Il a subi une radiothérapie puis une pancréatectomie. 5 patients sur 10 ont une diminution significative, partielle mais significative de la taille de la tumeur. Ils ont eu une radiothérapie ou une chimiothérapie au folfirinox. Ce que montre cette étude qui est très intéressante, c'est que la tolérance à la chimiothérapie est nettement améliorée, c'est-à-dire que le nombre de cycles, c'est le nombre de cycles de chimiothérapie. On s'aperçoit que chez les patients pour lesquels on a délivré la chimiothérapie par son opération, ces patients-là peuvent subir
plusieurs cycles, voire là en moyenne c'est 13 à 14 cycles de chimiothérapie, alors qu'un groupe contrôle va pouvoir en tolérer uniquement 8. Donc on peut arriver à augmenter cette tolérance-là. Vous voyez que la survie est doublée dans ce cas-là. Alors pour l'instant, c'est des taux de survie qui sont relativement faibles, mais on arrive à augmenter cette survie. Les effets secondaires n'ont pas été étudiés dans l'étude, du moins de manière significative, on va dire. L'hétérogénéité, là, elle est liée au fait, déjà, il y a un faible nombre de patients, donc on ne va pas conclure concrètement sur cette efficacité, mais également, surtout que les paramètres dans cette étude-là n'ont pas été forcément, paramètres acoustiques, la concentration des microbules n'a pas été totalement optimisée, donc c'est des travaux qui sont en cours dans leur groupe. Il y a un autre travail que je vais vous présenter. Avant, je vais vous montrer un peu comment marche cette machine. C'est pour le traitement de tumeurs en fait dans le cerveau. On va venir la traiter. Donc ici, vous avez un casque, un peu comme, excusez-moi mesdames, quand vous allez chez le coiffeur et quand vous place en fait un casque sous la tête ou un casque de moto si vous voulez. Et en fait, à l'intérieur de ce casque, vous avez plein de sons d'ultrasonores dont on peut focaliser en fait le faisceau ultrasonore de manière électronique. Et alors ces gros tuyaux que vous voyez, c'est le système de refroidissement parce que vous imaginez bien que ça peut chauffer. Et ceci est sous le contrôle de l'IRM. Donc vous voyez ici, c'est la console qu'on voit. Donc vous avez un patient, son cerveau. On peut activer les transducteurs ultrasonores que l'on souhaite. Et en fait, juste pour vous montrer, voilà ce qui se passe chez un patient lorsqu'il est rentré dans le... Alors, raser les cheveux, hein, donc c'est l'inconvénient du traitement ici. Mais du coup, on va venir focaliser la région et traiter la région en focalisant les ultrasons sous le contrôle de l'IRM. L'IRM va nous donner l'information anatomique, c'est-à-dire va nous confirmer la région qu'on va perméabiliser. Grâce à l'imagerie de contraste IRM, on va pouvoir voir la région qu'on a perméabilisée et son volume. Et la thermométrie IRM, elle, va nous contrôler que lorsqu'on va venir traiter la région en question, on n'augmente pas la température dans cette région parce que ce n'est pas l'objectif ici. Et donc ici, il y a un essai clinique mené par nos collègues Kullervo-Ininen et Thomas Price au Canada qui utilise cet appareil-là pour venir traiter des glioblastomes multiformes avec la doxorubicine, c'est le médicament, et les microbules, c'est le définitif. And this is how. Hop. Et en fait, le patient, donc ici, vous voyez, reçoit la perfusion de médicaments, les microbules arrivent par voie intraveineuse, et on va venir, vous voyez, la patiente en question, et elle est placée, donc elle est légèrement sédatée, ici, et on va venir traiter la région. Donc, dans cette étude-là qu'ils ont publiée, ils ont montré la preuve de concept qu'ils arrivaient à augmenter la biodistribution du médicament dans la tumeur, la doxorubicine, parce qu'à la suite de ça, la patiente, en fait, et les patients de l'essai clinique, elles ont subi une exérèse chirurgicale de la tumeur. Donc, vous voyez ici, c'est la région qui a été traitée, qu'on voit grâce à l'imagerie IRM. Et donc, après la chirurgie, voilà ce que vous voyez ici, on prélève la tumeur et on va venir doser la quantité. Donc, ils ont montré cette preuve de concept. Il y a des patients qui sont inclus aujourd'hui pour vous montrer l'efficacité thérapeutique. Et également, ce qui est important aussi à dire, c'est qu'ils ont validé cette preuve de concept d'ouverture de la barrière hématoencéphalique chez 2 autres patients, maladies, qui sont la SLA, la sclérose latérale amyotrophique, et également la maladie d'Alzheimer. Ici, c'est une autre stratégie qui est franco-française, développée par Alexandre Carpentier, qui est localisé à Paris, et Cyril Lafont, qui est une unité INSERM du LAPTO à Lyon. Alors, Carpentier, ça doit vous faire penser à un autre Carpentier qui est cardiologue. Ici, c'est son fils qui est neurologue. Et ils ont inventé un dispositif ultrasonore. Lui, il s'est dit, alors il est neurochirurgien, donc faire des trous dans un cerveau, c'est pas très compliqué. Et que vous imaginez, l'une des limitations des ultrasons est le passage, en fait, ici à travers l'os du crâne. Ça limite sa propagation, ça défocalise, en fait, le faisceau ultrasonore. Lui, il s'est dit, à faire un trou, moi, je dois faire un trou pour faire une biopsie de la tumeur pour déterminer le grade de la tumeur et donc déterminer la chimiothérapie derrière, ou la radiothérapie, ça dépend.
Mais ici, il s'est dit à faire un trou, autant que j'augmente cette taille du trou et essayer de venir placer en fait un capteur ultrasonore qu'il a appelé le SonoCloud, qu'on vient donc insérer dans le crâne du patient. Et ensuite, donc il est vissé, on remet la peau, et à chaque fois que le patient va revenir à l'hôpital pour faire sa chimiothérapie, à la fin de sa chimiothérapie, on va faire une sonoporation. Donc ici, la chimiothérapie, c'est la carboplatine optimisée en termes de délivrance. Ici, en bleu, vous avez donc la tumeur. Vous allez voir, vous avez une animation qui montre les microbules et les médicaments arrivés. Et grâce à cette stratégie-là, il a pu démontrer que la barrière hématocéphalique restait ouverte. Alors, 4 à 6 heures, mais c'est très dépendant en fait de la physiologie de la tumeur, qui est à savoir si c'est une tumeur de grade 1, de grade 2 ou grade 3. Là, il insonifie 2 minutes, mais il montre qu'il arrive à potentialiser, à doubler, à quadrupler la concentration de carboplatine en fait à l'intérieur de la tumeur. Donc, ça reste une preuve de concept. Il a montré dans une étude publiée en 2016 qu'il arrivait donc à augmenter, même dans des tumeurs de haut grade, la concentration du médicament, à l'ouvrir et augmenter la concentration du médicament. Et là, aujourd'hui, il a fait évoluer son dispositif de SonoCloud pour pouvoir traiter un large volume en fait, de la tumeur. Au niveau de Tours, on a un essai clinique qui est mené sur le volet recherche par Ayesh Bouakas dans l'équipe et sur le volet clinique par Frédéric Pata et Thierry Lecomte. Donc Frédéric Pata, qui est l'actuel président de la CME à l'hôpital et directeur du service de radio, et Thierry Lecomte, qui est gastro-entérologue. Nous, notre objectif qu'on s'est fixé dans notre travail ici, c'est d'augmenter la concentration de médicaments et d'un cocktail de médicaments qui est le Folfiri plus le bevacizumab dans des métastases hépatiques de cancer colorectal. Le Thierry, il a une problématique, donc nous, en développant cette technologie-là, on essaye de répondre à des besoins cliniques de nos collègues médecins. Et lui, en fait, dans le cadre de métastases hépatiques de cancer colorectal, seuls 20% de ces métastases sont opérables. Pourquoi il n'y en a que 20? Parce que la plupart du temps, elles sont grosses, parce que diagnostiquées trop tardivement, et dans certains cas, très proches, localisées relativement proches des vaisseaux. Et une exérèse chirurgicale pourrait entraîner en fait une hémorragie importante. Et tout ce que veut pas faire une des choses que veut surtout pas faire un chirurgien gastro-hépato-entérologue, c'est de venir d'induire une hémorragie au niveau du foie. Et donc l'idée ici, c'est d'augmenter la concentration du médicament, de ce cocktail de médicaments dans la métastase, pour faire réduire la taille de la tumeur, et en réduisant la taille de la tumeur, lui, pouvoir réaliser derrière une exérèse chirurgicale en toute sécurité. Donc c'est un travail, on a inclus quelques patients actuellement, qui est en cours, et j'espère qu'on aura, après on a eu les phénomènes Covid, ça s'est un peu ralenti, j'espère qu'au courant de l'année 2021, on aura des résultats plus concrets et qu'on pourra présenter. Et je vais finir par mentionner 2 autres essais cliniques en cours. Il y en a un en Chine, qui est à peu près sur le même type de cancer que le nôtre, c'est les métastases hépatiques de cancer gastro-intestinaux. Donc là, le traitement, c'est l'oxyliplatine et le Taxol. C'est moins conventionnel en termes de traitement que celui qu'on fait en France. Sur le cancer pancréatique, c'est exactement le même protocole que les collègues norvégiens sur la gemcitabine. Et il y a un projet alors, qui a à peine commencé à Aix-la-Chapelle, en Allemagne, sur le traitement du cancer du sein. On ne sait pas encore quel est le protocole chimiothérapique utilisé, mais c'est quelque chose qui est en cours. Donc, voilà, je vais finir là-dessus. C'est juste pour vous dire, donc c'est une méthode qui est efficace, qui pour la délivrance de molécules thérapeutiques. On voit que les champs d'application de cette technique et la sonoporation grandit d'année en année. Jusqu'à présent, on n'imaginait pas délivrer autre chose que des chimiothérapeutiques, mais on peut délivrer effectivement des gènes thérapeutiques, des anticorps, et dans des pathologies aussi diverses que la cancérologie, la neuro, l'infectiologie. Voilà. Donc, au sein de l'équipe, je remercie les collègues avec qui on mène ce travail-là. Et si vous souhaitez, vous intéresse aux ultrasons thérapeutiques, logiquement à la bibliothèque de la fac de médecine ou encore sur Internet, vous pouvez retrouver en fait un ouvrage qu'on a co-dirigé avec AIH sur les ultrasons thérapeutiques. Vous verrez tous les aspects, à la fois les
la délivrance de médicaments par sonoporation et également le HIFU pour la destruction des tissus. Voilà.